Temps, là, pour me présenter rapidement, là, Guillaume Tremblay, donc coordonnateur du programme Profane 2.0. En fait, la structure de la présentation aujourd'hui est assez simple, là. On va vous présenter le programme Profane. Et après ça, on va partir directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire, on va arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire la collaboration entre le chercheur et les personnes impliquées dans le programme de prévention sur dose profane. Donc, c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui, là, c'est de vous exposer les liens de collaboration qui se sont développés au fil du temps, mais aujourd'hui, la manière que c'est articulé, là, puis la particularité de notre programme, c'est vraiment il y a vraiment un partage de façon concertée des pouvoirs, là, je peux même aller jusque-là, là, de certains pouvoirs, là, parce que tu sais, quand on parle de partenariat, il y a souvent ces enjeux de pouvoir-là là, qui se mettent en branle. Mais, un partage des pouvoirs, mais concerté, consensuel, consenti. Et c'est vraiment ça la beauté de la chose entre tu sais, des collaborations de longue date, c'est de pouvoir arriver à ce genre de, de mariage-là. Là. Ben, c'est un mariage, Michel, un peu là, qu'on a là, nous maintenant, là, avec les bons et les mauvais côtés là, que ça comporte. Oui, je pense que c'est un mariage de raison. Ouais, Mais puis je pense que c'est vraiment ça. Ici, ce que j'ai sur l'écran, merci Diana, euh, c'est euh, c'est vraiment, regardez, ça date de 2010. C'était en Angleterre quand ils ont décidé de soutenir dans le financement, c'est le NIH anglais, quand ils ont décidé de soutenir la participation des patients dans la recherche, pas comme objet de recherche, comme participants. Et puis là, ils ont examiné les différents niveaux euh, de, 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 de travail, d'activité qu'on fait en recherche. Ça part de la conception au début, le financement, la collecte de données, l'interprétation, les publications, le transfert de connaissances. Et eux, ils ont écrit un bouquin que j'aime bien, qui est une sorte de guide. Puis c'était centré vraiment pour les chercheurs qui incluent des patients dans leurs études. Puis ensuite, ils sont venus avec user-led. C'était comme l'ouverture, mais on voit que tout est fait dans le sens où on examine comment on a quoi, si vous voulez qu'on donne la parole aux usagers. Et, euh, et je vais faire toujours parce que je trouve ça bien, mais on est rendu beaucoup plus loin que ça avec Guillaume. Puis Diana, si tu veux, je dois me fier à Diana pour changer les diapos, c'est catastrophique. Euh, alors, Guillaume, peut-être tu pourrais un peu expliquer, parce qu'on peut parler de nous, là, c'est comme un mariage, on peut parler de nos hauts et nos bas, mais l'important, c'est que si on, moi je dis un mariage de raison, c'est qu'on a intérêt les deux à travailler ensemble. Et, euh, et pour ça, il faut que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qu'ils font, Guillaume. Tu pourrais remettre l'autre diapo, Diana. Ben, en fait, c'est correct, la diapo qui était là. Diana, ça va être un peu compliqué, mais merci, Diana. Désolé, hein, on t'a travaillé. Euh, donc, en fait, Profane, c'est quoi? En fait, l'acronyme de Profane, c'est prévenir, réduire les overdoses formées, accéder à l'analoxone. En fait, pour faire court, c'est qu'en 2014, il y a eu une première vague de surdose à Montréal. Ben, une bonne vague, là, où il y a eu 14 morts dans le centre-ville de Montréal. Puis, à l'époque, Métadame s'est mobilisé pour tâcher de redonner du pouvoir d'agir aux personnes faisant usage de substances, notamment en prévention des surdoses, parce que, bon, il y avait une crainte là, de voir l'hécatombe que vivait Vancouver à l'époque. Ils vivent encore d'ailleurs. En fait, la crise des surdoses sévit toujours hein, dans notre pays. Donc, c'est un problème qui s'exacerbe, là, qui ne diminue pas, là, qui s'exacerbe. Donc, à l'époque, c'est bien vu. Là, Métadame a dit ben, il faut vraiment se préparer là, à cette vague, c'est des vagues subséquentes de surdoses qui vont arriver. Et donc, en 2015, a lancé une formation par et pour les pairs en prévention des surdoses. Donc, une formation qui s'adresse aux usagers, qui s'adressait plutôt aux usagers de substances psychoactives et à leurs proches. Donc, vraiment une formation qui était donnée par des personnes faisant usage de substances à d'autres personnes faisant usage de substances ou leurs proches. Donc, une formation axée sur
les mesures de prévention, éviter les surdoses dans un premier temps, mais si ils surviennent, mais quoi faire? Donc, comment intervenir en situation de surdose, notamment par l'administration de naloxone, mais aussi par un mécanisme d'appel au 911 et d'autres types de mécanismes d'intervention de type secours, premier secours, là. Donc, c'était vraiment une formation innovante à l'époque parce que l'analoxone n'était pas distribué largement au grand public. L'analoxone était cloisonné dans un acte médical, donc par le corps, les corps les personnes œuvrant en santé, services sociaux et non pas par la population générale. Donc, Métadame a milité là, pour faire en sorte que cette, cette particularité-là tombe, que la distribution d'analoxone soit faite à grande échelle au Québec, ce qui a été fait en 2017-2018. Là, en 2018, on a eu une stratégie nationale de prise en charge des surdoses gouvernementale qui a vu le jour. Et là, Profane a reçu un mandat plus élargi. Là. En 2018, on a reçu un mandat élargi en collaboration avec l'Association des intervenants en dépendance du Québec, de former l'ensemble du milieu communautaire québécois à la prévention des surdoses. Donc, les organismes communautaires, les personnes œuvrant dans ces organismes communautaires-là, mais aussi leurs usagers et leurs proches. Donc, on a dû développer une deuxième formation, une formation à l'intention du milieu communautaire québécois en prévention des surdoses. Donc, c'est ça qu'on fait depuis 2018 maintenant. Diana, moi, prochain. Ouais, merci. Donc, les formations sont. La particularité des formations, c'est toujours donné par une personne faisant usage de substances. Là. Toutes les formations, dans toutes nos formations, il y a une personne qui a fait ou est toujours en train de faire l'usage de substances qui donnent les formations. Donc, le savoir expérientiel est mis de l'avant. Donc, c'est vraiment le savoir. euh, En fait, le transfert de connaissances s'articule par le biais d'un savoir expérientiel, mais aussi maintenant avec la collaboration avec l'Association des intervenants de dépendance du Québec, par l'articulation avec un savoir clinique. Donc, c'est vraiment la particularité de Profane depuis 2018, c'est vraiment un arrimage entre ces deux savoirs-là, une articulation plus de ces deux savoirs-là pour donner la bonne pratique, puis d'avoir on est vraiment axé sur la pratique, là, puis axé sur des résultats concrets, là, donc éviter les surdoses, prendre en charge les surdoses dans nos milieux, prendre en charge les surdoses au niveau des groupes d'individus. Donc, c'est vraiment ça l'idée là, qui est à la base du programme Profane. Donc, pour les formations, on a deux formations. Je disais une formation qui est à l'intention des organismes communautaires québécois et une formation qui est donnée aux usagers et proches. Et la particularité de l'une et l'autre, c'est que la formation pour les organismes, pour les personnes œuvrant dans les organismes québécois en prévention, en fait, des organismes communautaires québécois, c'est plus axé sur du partage d'expertise entre les différentes organisations. Donc, dans nos groupes de formation, on favorise des groupes hétérogènes de plusieurs milieux d'intervention. Même des fois, il y a du mariage entre l'institutionnel, le communautaire, des corps de métier, dont les policiers. Donc, un peu dans l'idée là, du croisement, de l'intersectorialité dans ces formations-là. Donc, vraiment l'échange d'expertise, puis de voir comment on peut prendre en charge à même nos communautés la situation des surdoses, puis connaître les obstacles, puis les facilitateurs là, pour y arriver. Tandis que dans la formation pour les usagers et leurs proches, on est plus dans, comme je le disais tout à l'heure, dans les formations à l'époque qu'on donnait par et pour les usagers, qui est plus sur le pouvoir d'agir de la personne. Donc, savoir intervenir en situation de surdose, mais aussi savoir comment éviter les surdoses. Donc, depuis 2018, on sillonne la province du Québec pour donner des formations, ces deux formations-là. Donc, maintenant, c'est plus de 160 formations qui ont été données à l'échelle de la province. On a visité 16 des 18 régions socio-sanitaires du Québec. Les deux seuls qu'on n'a pas visités encore, c'est les terres-cries de la baie James et le Nunavik. On est en train de voir là, pour donner des formations au Nunavik là, ce printemps, donc c'est déjà en branle avec eux. Près de 500 organismes rejoints au Québec.
près de 2000 personnes formées et 90 des gens se disent satisfaits de la formation, puis surtout satisfaits du fait qu'il y a une articulation des savoirs. Donc, c'est vraiment ça qui ressort de nos évaluations formatives. Mais aussi, ils nous disent, bien, on est beaucoup plus à l'aise d'agir en situation, bon, on se considère plus à l'aise d'agir en situation de surdose suite à, à- à cette formation-là. Donc, voilà. Donc, Profane, ce n'est pas seulement donner des formations, c'est un programme de formation soit, mais on donne aussi, on a d'autres types d'activités, notamment des activités de développement d'outils de sensibilisation et d'information à la prévention des surdoses. Et on participe à différentes initiatives et mesures d'implantation en prévention des surdoses avec d'autres groupes communautaires, mais aussi avec des grands partenaires institutionnels, notamment l'INSPQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Là, dernièrement, on a travaillé aussi avec l'INES, etc. Donc, on travaille en concertation au niveau provincial à instaurer des bonnes pratiques et des mesures de prévention des surdoses. Et on travaille aussi de concert avec d'autres organisations au niveau national, là, pan-canadien, et international. Là, je viens de sortir d'une rencontre avec la Fédération Addiction de France, là, où on a des liens de collaboration là, qui sont en train de se mettre en branle là, pour faire un pilote profane en France. Notre objectif, dans notre phase subséquente de développement, on vise une formation de formateurs. Donc, on a déjà mis en place là, différents éléments constitutifs de cette formation de formateurs-là qui devrait voir le jour dans les prochaines années. D'ailleurs, la recherche, on a demandé à la recherche de venir faire une évaluation là, de l'implantation de cette formation de formateurs-là dans la prochaine année avec nous. Donc, on est déjà en train d'actualiser cette formation de formateurs-là par le biais de mobilisation régionale. Donc, on n'est pas rendu à l'implanter. On est en train de la conceptualiser, l'élaborer, là, si on veut, le conceptualiser. Donc, voilà. Donc, ouais, ça ferait le tour de Profane. Euh, Guillaume, si tu veux, tu sais, l'autre diapo, c'est pourquoi inclure la recherche dans le programme. Oui. J'aimerais ça entendre ta version à toi, parce que dans le fond, c'est vous qui avez choisi d'inclure la recherche, de s'assurer qu'on vous accompagne dans le processus. Peut-être que tu pourrais donner tes raisons. Ensuite, je pourrais, comme dans un bon couple, je pourrais montrer l'envers de la médaille. Oui, bonne idée. L'envers de la médaille ou les affaires que tu es d'accord? Oui, oui, c'est sûr qu'il y en a. J'espère, parce que là, Oui, oui. on va avoir un drôle de mariage. Euh, Pourquoi inclure la recherche dans le programme? Ben, en fait, Profane, puis, tu sais, là, tu sais, j'ai identifié huit raisons. 8 raisons qui me semblaient les principales raisons. Puis à ça s'ajoutent d'autres raisons, là, parce que en fait, c'est évolutif, cette affaire-là. Mais essentiellement, les raisons pour lesquelles on inclut les recherches, euh, c'est de rendre c'est de concrétiser des choses. En fait, le but de, tu sais, nous, on est dans l'action, on est très axé dans l'action. On veut mettre en place des mesures de prévention, on veut habiliter, on veut faire du soutien à l'intervention, on veut instaurer des bonnes pratiques en la matière. Donc, l'idée d'inclure la recherche, c'est de voir est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Tu sais, est-ce que nos actions sont véritablement, tu sais, est-ce que les actions qu'on déploie répondre à ces objectifs-là. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, pour pouvoir faire ça, on a mis en place un processus d'évaluation continue. Genre, pour être sûr qu'on on était sur la bonne voie là, dans l'atteinte de nos objectifs. Ça, ce processus-là d'évaluation continue, il est déjà en branle, puis il y a même des aspects de ce processus d'évaluation-là qui a été récupéré là, par le programme avec l'aide de la recherche. Ça nous permet aussi, la recherche, de nous distancer de l'action pour mieux comprendre les enjeux qu'on vit. Parce que là, sinon, on est toujours le nez collé dans l'action, dans le faire. Et on n'a pas le temps vraiment de se re-questionner sur nos pratiques, sur nos façons de faire et ces choses-là. La recherche nous permet ça. La recherche nous amène aussi
à se réinventer et à innover. Elle nous pousse à aller vers des avenues qu'on n'oserait pas emprunter ou des avenues qu'on n'aurait même pas explorées. Elle nous propose différentes avenues qu'on n'aurait pas nécessairement identifiées. Création de lignes de collaboration de partenariat, ça nous amène, comme aujourd'hui, à vous parler d'un programme, de notre programme, à vous qui n'aurez peut-être pas entendu parler de nous sans la recherche. Ça nous donne aussi une crédibilité puis une notoriété quand on arrive avec des articles scientifiques qui ont suivi une méthodologie rigoureuse où là, on met de l'avant certains résultats. Bien, ça nous donne surtout une crédibilité puis une notoriété face à nos bailleurs de fonds, mais aussi par rapport à nos différents partenaires. Ça nous aide aussi à nous structurer, à nous consolider, notamment dans nos processus internes, mais aussi dans nos phases subséquentes de développement. La recherche, c'est une recherche participative, hein, elle est inclue dans notre gouvernance même du programme. Là. Elle n'est pas juste en train de nous étudier, elle participe aussi à certains aspects d'implantation du programme en y étant associée. Favorise le développement de compétences et le renforcement des capacités. Mais d'une part, l'équipe profane est impliquée dans des aspects de recherche, ce qui nous confère des nouvelles compétences et qui nous permet de développer des nouvelles capacités ou de les renforcer. Et ça nous guide à solutionner les problèmes rencontrés quand on est face à un problème, comme là, notamment par rapport à la formation de formateurs. Mais le programme a demandé à la recherche de se pencher sur cette question-là pour nous aider à passer en fait, de passer la rampe de lancement, là, de pouvoir nous élancer là, dans la mise en place de la formation de formateurs, parce que là, il y a plusieurs obstacles, plusieurs freins là, qui subsistent pour son développement et son implantation. Voilà. Tu as un bon élan, Guillaume. Peut-être tu pourrais peut-être décrire un peu les partenaires là, dans l'autre diapo, puis ensuite tu Oui. pourrais parler des démarches que nous, on fait de notre côté. Ben, en fait, les partenaires sont assez. Tu sais, quand on fait l'amalgame des différents partenaires, puis on fait la typologie des différents partenaires du programme Profane, c'est assez substantiel, là. C'est assez diversifié. Profane s'est développé, tu sais, c'est quand même un programme qui commence à avoir une certaine maturité, là. Ça fait plus de 8 ans que ça existe. Dans ces phases de développement, on a dû s'associer avec différents partenaires pour mettre en place ces activités. Les partenaires de longue date sont le Centre de recherche Douglas. C'est un des premiers partenaires qu'on a eu. Puis on est encore, comme on vous le dit, là, mariés à eux. À ça s'ajoutent des partenaires au niveau international, au niveau pan-canadien, au niveau national, provincial, au niveau régional et au niveau local. Donc, vous faire ici l'amalgame de tous ces partenaires-là, ça serait très, très long. Par contre, dans le programme, on s'est doté d'une structure de gouvernance qui rallie au sein même d'un comité aviseur les grands partenaires provinciaux qui œuvrent en réduction des méfaits et en dépendance au Québec, notamment l'INSPQ, l'Institut universitaire sur les dépendances, le ministère de la Santé et Services sociaux, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, l'Association des centres d'intervention en dépendance du Québec, l'Association québécoise de la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, etc. Des grandes associations, regroupements provinciaux qui œuvrent en dépendance et en réduction des méfaits. On s'est aussi associé avec les grands regroupements autochtones là, qui sont la Commission des santé et services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, avec qui on travaille de concert pour l'implantation profane dans les communautés autochtones. Donc, écoutez, le nombre de partenaires se multiplie à vitesse grand V. Je vous dirais qu'au niveau de la mobilisation des partenariats, ça va très bien. Au niveau de la lien de collaboration, ça va très bien. C'est plus au niveau de la
possibilité d'actualiser ces liens de collaboration-là, que c'est plus difficile, étant donné qu'on est en ressources, en effectifs réduits, puis en ressources limitées, ce qui complique un peu notre c'est un des défis de croissance qu'on rencontre actuellement. Je ne sais pas, Michel, c'est ça que je Oui, devais dire? ouais, non, ben c'est parfait. Là. Moi, si tu veux, je pourrais glisser un mot. Je vais vous montrer que je suis là aussi. Oui, Si on parlait des démarches d'évaluation puis l'engagement des partenaires, ça pourrait me donner une occasion de saluer. Vous savez, tu peux passer à l'autre suivante, Diana. On a beaucoup, moi, ça fait déjà pas mal d'années que je roule dans le circuit, puis on a déjà, nous, dans la fin des années 80, juste d'associer, vous savez, faire les études de satisfaction clientèle, tout ça, c'était un gros pas. Là, je me souviens de la FRSQ qui avait refusé ma première demande en disant que si les gens étaient suivis en psychiatrie, il y avait un jugement par définition qui était invalidé et que ça n'avait pas tellement de sens d'aller chercher leur avis sur les services. Et on a tellement évalué. Puis même chez nous, Douglas avait demandé au département d'éducation de l'Université de McGill de faire une étude de faisabilité avant même de m'embaucher là, en 86. Puis je suis parti là-dessus. Moi, j'étais formé en clinique et puis en recherche en psychologie. Alors, j'étais super heureux de pouvoir avancer sur ce dossier-là. Mais on est parti vraiment de euh, euh, faire ces études de satisfaction. Donc, on a travaillé les outils, on a essayé de faire de quoi avec ça. Puis, c'était le début. Puis, il y avait un mouvement d'évaluation aux États-Unis là, d'aller vers ça. Et on a pris le train. Puis, on a fait beaucoup de développement ici. Mais juste ça, c'est insuffisant. C'est pas très sensible. Euh, ça ne donnait pas un rôle vraiment important dans la prise de décision. Ensuite, il y a eu l'autre étape là, dans les années plus 90 de s'associer, collaborer, puis ensuite collaborer. Euh, et là, on a vu beaucoup de choses, pas toujours qui se sont faites avec succès parce qu'il y a un apprentissage, mais on sent que ça a avancé beaucoup. Et pour moi, travailler avec Profane, c'est peut-être la suivante, Diana. C'était pas juste collaborer où est-ce qu'on fait de la recherche puis on implique les gens euh, dans la décision, les décisions qui touchent la recherche, c'est beaucoup plus que ça. Et parce que eux, c'est leur programme, c'est eux puis ils ont choisi les moments où nous, on n'avait pas beaucoup de fonds parce que c'est difficile pour nous de suivre le train parce qu'ils changent les objectifs, ils bougent, ils changent les façons de faire. Alors, c'est difficile pour nous, souvent, de s'ajuster. La recherche, c'est plus lent. Juste avoir les... Vous avez vu, là, ils travaillent à grandeur de la province, ils changent d'endroit. Imaginez s'il fallait, moi, comme chercheur, que j'évalue la perspective des gens du ministère, les gens qui sont dans les CIS et CIUS, il y en a partout. Juste pour moi d'évaluer leur avis ou leur satisfaction par rapport à l'offre comme chercheur, de dire j'aurais besoin de comité d'éthique à la province, de comité de convenance à la province. Moi, ça va me prendre minimalement 1 an et 60 000 juste pour pouvoir évaluer ça si je veux le faire selon les règles. Alors, on est dans une structure qui est lourde et et alors que c'est militaire aussi avec les directions et tout ça. Alors que c'est un peu comme un commando qui se promène partout, qui y va, puis il y a des problèmes, on change de bord, on se déplace. Euh, on avait débuté ça, mais ça ne marche pas, on change, on s'ajuste. Alors nous, pour les suivre, il y a juste un moyen, c'est de faire de l'évaluation participative. Et j'ai quand même associé des étudiants, une qui a fait sa maîtrise aussi, c'était dans les débuts. On est capable de garder le cap, mais il y a un ajustement qui se fait dans notre façon de faire. Et eux, tant qu'ils sont avec les organismes communautaires à l'intérieur de leur mandat, tout ça, là, je peux fonctionner à leur vitesse. Puis quand vous avez pré-testé les formations, tout ça, on est capable de sortir un rapport en 2 jours
on est capable de fonctionner, nous aussi. Vous êtes motivés, tout ça. Moi, j'ai aussi une gang qui est motivée, les étudiants, tout ça, quand on embarque. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui cimente tout ça. C'est, nous, ce n'est pas de faire une politique ou un agenda ou une demande, c'est une intervention pour sauver des vies. L'indicateur ultime, c'est le nombre de vies qui ont été sauvées. Et si on se penche, même au début, la santé publique, quand vous accompagnez son implantation, Guillaume, il pouvait voir que si tu distribues tant de kits ou si vous faites une formation, puis il y a tant de kits, puis il y a tant d'interventions qui sont faites par des gens que vous formez, on peut estimer qu'il y a, je ne sais pas, la moitié des interventions en surdose qui seraient terminées en décès. Si on veut, quand on voit la situation, quand on travaille, moi je travaille dans ce domaine-là de recherche depuis longtemps, depuis 1999 aussi, là, avec les premiers programmes de Bosseuil. On le voit, là, on le voit, les gens qui décèdent, les intervenants qui ont, je me souviens à Ottawa il y a quelques années, juste avant la pandémie, là, qui ont de la difficulté à faire leur deuil tellement qu'il y a de décès dans leur clientèle qui surviennent pendant qu'ils n'ont même pas réussi à faire leur deuil des gens qui suivaient dans la semaine précédente. Alors, on voit l'impact. Et peux-tu mettre l'autre suivante, Diana? OK. Non, excuse-moi. Tu peux revenir. OK, c'est bon. Alors, là, si je fais, si je regarde ici, on s'est fabriqué une sorte de plan où est-ce qu'on distingue les étapes là, de conception du programme, financement, gouvernance. On a mis beaucoup de choses qui ne sont pas uniquement centrées sur la recherche parce qu'il y a quelque chose qui déborde la recherche. Vous savez, Guillaume, quand le programme, juste avant qu'il t'embauche, il y avait un flou, là, il y avait eu des fonds, le mandat n'était pas très clair. Là, comme ça fait longtemps que je travaille avec l'organisme, tout ça, bien là, on a regardé qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on contacte le ministère, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, puis c'était de bon cœur parce que là, on connaissait la problématique, les gens un peu partout, puis on a travaillé ensemble. Et ça déborde le programme, puis c'est valable pour vous puis pour nous d'aller au-delà de juste un projet puis de qu'est-ce qui tourne autour de ce projet-là. Alors, ici, dans le tableau, on essayait de voir dans notre partenariat où il y a un leadership, comme dans la conception du programme, c'est les pairs. Nous, on est là juste pour les appuyer, la littérature, regarder ailleurs, amener des choses. Dans le financement, vous avez eu le leadership. Nous, on est en chercher aussi, comme actuellement avec le CRISM qui, puis vous le connaissez aussi, vous êtes projet de démonstration aussi, puis moi, je suis chercheur aussi dans ça. La gouvernance du programme, c'est vous autres, puis qui a décidé qu'il y avait une collaboration avec la recherche. Le développement du plan d'évaluation, là, par contre, on a dû, nous, examiner c'était quoi les méthodes, qu'est-ce qui pourrait se faire. L'implantation du programme, c'est vous qui le faites, nous, on essaie de vous suivre en courant. L'évaluation, là, on a un leadership, puis l'analyse aussi, puis là, il y a une collaboration. Guillaume a fait plein d'entrevues. Puis là, quand on dit un mariage de raison, moi, j'aimerais juste vous dire que, comme chercheur, si vous avez vu là, comment ils se déplacent, comment ils font, puis comment ils sont rapides, faites attention de ne pas en mettre trop parce que je ne veux pas qu'ils se pensent trop bons, mais la difficulté, c'est pour nous d'avoir un devis, par exemple, sur l'impact et qui serait participatif, parce que là, il y a tous les enjeux de temps, de petites mesures qu'eux, ils vont changer, vont demander qu'on change, tout ça, puis qu'ils ont fait au début changer leur propre formation. Donc, l'ingrédient actif, même, quand il est en modification, change la clientèle. Alors, on n'est pas pour les arrêter, là. Avant tout, ne pas nuire, mais là, nous, ça ne nous aide pas de notre côté. Il faut qu'on ait une façon de colliger des données ou avoir quelque chose qui est suffisamment stable pour qu'on soit dans le standard des publications. Ma job, c'est de les accompagner, mais aussi de publier des choses qui ont une contribution scientifique qui permettent, et dans la mesure où je le fais, ça va ajouter à la notoriété du programme puis la reconnaissance de ce qu'ils font. Alors, il y a comme
il y a un enjeu, il y a une tension à ce niveau-là, et, nous, on est capable de gérer, comme dans les publications, tout ça, de faire notre partie, puis eux peuvent collaborer. Dans d'autres choses, on se partage, puis on s'appuie mutuellement là, dans tout ça. Mais si moi, Guillaume a fait plein d'entrevues dans toutes les régions où est-ce qu'il a été chercher la collaboration là, des organismes sur place. On lui avait fait un protocole d'entrevue, il est anthropologue en plus, et on a profité de sa participation pour recueillir des données et qui étaient de première main avec les gens concernés. Ça, si j'avais eu à payer quelqu'un pour faire ça et de se déplacer, de faire ça, ça aurait été impensable. Eux, ils sont bons pour rejoindre les gens qui sont difficiles à rejoindre, même quand on a fait une étude de suivi qu'il fallait rejoindre après 3 mois. C'est des gens, la moitié étaient sans domicile fixe au début, il y en a qui sont pas rejoignables. Ils sont pas rejoignables. Ceux qu'on veut rejoindre, qui sont les plus vulnérables, ils sont encore moins rejoignables. Mais eux, ils sont capables de les rejoindre. Ils savent comment, ils les voient, ils les accrochent. On a eu beaucoup de collaboration, puis ça nous a permis d'aller chercher une participation qui était, je dirais, au-delà de ce qu'on n'aurait jamais pu faire. Alors, il y a leur contribution pour la validité des questionnaires, pour la validité des démarches, la pertinence, la réactivité, je dirais la motivation qu'ils dégagent, parce que c'est souvent eux. Moi, j'ai vu là, du tout début du projet de Métalarme, mais que Profane soit installé, j'ai vu leur directeur Guy Pierre à l'époque assister à des sessions, j'appellerais ça, de négociation assez ardues, là, pour avoir la reconnaissance. Il fallait qu'un acte médical qui était d'injecter de naloxone soit autorisé pour des pairs. Et donc, ça demande une ordonnance collective, ça demande des autorisations, ça demande de brasser jusqu'à la direction du ministère. Et j'ai vu comment Guy Pierre qui disait, je me souviens très bien, j'ai beaucoup appris d'eux, il disait, c'est pas vrai qu'on va laisser mourir des gens ici quand il y a des moyens qui existent pour qu'on prévienne ça. Et si vous ne réussissez pas à trouver ces moyens-là pour nous, on va les prendre par nous-mêmes, puis on va le faire. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser mourir les gens. Puis c'est une position de négociation qui est quand même très... c'est présenté avec conviction, qui impose le respect. Et vous avez été les premiers à brasser la cage et à amener les changements. Et j'ai été très heureux de pouvoir de loin vous accompagner dans ça et d'apprendre de tout ce qui a été fait à ce moment-là. Alors, tout ça pour vous dire que peut-être on peut aller avec les constats. Peut-être que tant pour le programme puis la recherche, parce que là, on a pris pas mal de temps, Guillaume, on peut essayer de ramasser vite. Veux-tu te risquer là-dessus ou bien si tu veux que j'ai déjà annoncé pas mal de choses, là? Ben, tu peux y aller, puis je compléterai. Vas-y. Ben, parfait. Ben, visibilité, c'est sûr que la recherche, puis c'est vrai pour nous deux, là, c'est le fait que je sois associé avec eux, ça aide aussi à moi à faire des contacts, du réseautage et de positionner la recherche à un endroit qui mérite de l'être. La participation, j'en ai parlé. Nous, la participation, c'est génial qu'on soit avec vous. La qualité en termes de validité de contenu, pertinence des outils, tout ça. Le financement aussi, parce qu'on peut s'aider mutuellement à ce moment-ci. Moi, si je vais en demande de financement, c'est plus crédible si je suis associé avec des organismes qui travaillent dans le circuit. Et donc, ça m'aide aussi. La pérennité, c'est vrai des deux bords aussi. Vous n'êtes pas là pour arrêter dans 3 mois, et moi non plus. Et peut-être c'est la qualité aussi de ce genre de mariage-là, où avec les années, on finit par se faire confiance, on s'appuie, puis on peut s'aider mutuellement. Oui, puis je dirais que ces constats-là viennent un peu rechercher qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, les principales raisons d'impliquer la recherche. Là, finalement,
on voit que ça a vraiment des résultats qu'on escomptés. Là, en fait, nos principales raisons d'impliquer la recherche, ben, c'est notamment pour arriver à ces résultats-là, là, plus de visibilité, plus de participation de part et d'autre, une qualité partagée, du financement mutuel, puis une pérennité des programmes, mais aussi de la recherche en lien avec la réduction des méfaits, l'organisation des services et même la dépendance. Euh, L'autre aspect que je voulais amener aussi là-dedans, c'est de dire que nous, avec le partenariat avec la recherche, ça nous amène à vraiment nous dépasser, puis à toujours rechercher, à rester quand même ancré dans une perspective plus grande, où là, on n'est plus juste axé sur l'urgence d'agir, mais on est sur quelque chose de plus grand, sur même se pencher sur des aspects plus conceptuels ou même de réflexion, de fond. Et donc, ça, la recherche nous a amené ça. Puis la recherche n'hésite pas non plus à rentrer dans notre danse, ben, en fait, dans notre, euh, dans notre urgence d'agir, là, trouve des moyens de mettre en place, d'innover de son côté là, pour mettre en place des nouvelles façons de faire de la recherche pour arriver à suivre le rythme dont Michel vous parlait que le programme a. Donc, ce n'est pas le programme qui s'ajuste au rythme de la recherche, c'est plus la recherche qui s'ajuste au rythme du programme avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. C'est sûr qu'on a beaucoup de discussions en lien avec ça aussi parce qu'on va avoir des résultats qui sont publiables. On s'est buté à des difficultés en lien avec certaines méthodologies là, qui ne sont pas nécessairement les méthodologies classiques. Là. Donc, on innove aussi. Puis quand on dit innovation, mais on se bute à des résistances au changement. Donc, voilà. C'est ça que je voulais apporter. C'est très élégant, Guillaume. Merci. Tu as une bonne façon de le dire. Je suis content que ce soit enregistré. Alors là, si on a mis juste dans les livrables, on a quand même réussi à publier plusieurs articles. Peut-être tu peux y aller l'autre suivant, c'est dans les revues aussi. Alors, peut-être, Antoine, on a pris beaucoup de temps. Écoute, tu as vu, c'est Guillaume qui prend tout le temps. Moi, je suis juste là, je suis accessoire dans cette histoire-là. Et alors, je m'excuse pour lui. Puis, désolé si vous n'avez pas pu m'entendre davantage, là, mais on pourrait peut-être prendre des questions. Merci, c'était fantastique. Autant le contenu que de voir votre relation en direct, votre complicité, votre façon de vous relancer.